Pigalle, c'est Vence. Oui, mais je me suis ressouvenu récemment que j'avais déjà pas acheté, mais j'avais fait un gringue de la mort à une voisine de mes parents qui avait deux reproductions chez elle. Un, c'était un Christ mort, sinistre, et l'autre, c'était un Raphaël, une Madone avec un enfant. Donc, c'est la Madone que j'ai préférée et je l'ai tellement fait de grain que je me dis, mais un jour, il faut que je lui foute la paix, et c'est ce que j'attendais, elle me l'a donné. Et tu avais quel âge? Là j'étais très jeune. Tu avais 10 ans, quelque chose comme ça? 10 ans, quelque chose comme ça. Ah oui, c'est mignon. Ah oui, mais en fait, le berceau de ton intérêt pour l'art, c'est la coïncidence. Tu vis dans une famille très modeste, on ne s'intéresse pas vraiment à l'art, mais tu vis à Vence. Oui. Et à Vence, Alpes-Maritimes. on parle avec l'accent. Et il y a beaucoup de gens qui sont passés par là. Tu m'as dit Dubuffet, Cocteau, Chagall. Matisse. Matisse, évidemment, qui vit pas loin. Qui vit pas loin. Qui vit à Nice. Qui vit à Nice, mais qui avait loué une maison. Quand il a fait la chapelle, il avait loué une maison qui était en face de la chapelle. Qui a été construite à ce moment-là. Et puis il y a Renoir à Cagnes. Il y a Renoir à Cagnes, il y a beaucoup de monde à Vence, il y a beaucoup d'artistes. Paradoxalement, c'est un petit village modeste, une famille modeste, mais on côtoie déjà des artistes. Enfin, il y a les artistes, quoi. Oui, mais mon père était chauffeur de taxi. Et chauffeur de taxi dans le Midi, c'est-à-dire que c'était au téléphone, il n'y avait pas une station dans la rue. Et ma mère disait à mon père, Jean, il faut que tu conduises Monsieur Matisse à tel endroit à Nice ou à Valoris pour voir Picasso, une chose comme ça. Demain à telle heure, donc je lui ai dit que tu es disponible. Voilà, donc j'ai été élevé dans ce genre de conversation qu'il pouvait y avoir à la maison. Il fallait aussi conduire Monsieur Chagall ou d'autres, mais c'était pour Monsieur Matisse. Ça, c'était la première fois que j'entendais ce nom. Et voilà, je ne l'ai jamais vu, malheureusement. Mais les artistes, c'était un peu des hurluberlus, non? Bon, mais Vence, c'est une ville où il y avait beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes qui étaient là, pas un en dehors de Matisse et Chagall et Dubuffet et quelques autres, mais il y avait vraiment une faune d'artistes. Et donc, tu m'avais raconté que Dubuffet, il prenait son café à la Régence. À la Régence, oui, tous les jours. C'est quand même une chance absolue, non? Oui, et alors, moi, j'avais acheté, il y avait une galerie à Vence qui vendait des livres du Dubuffet. Et j'avais acheté un livre qui sont les fleurs à barbe de Dubuffet. Et je suis allé à la Régence et j'ai dit à M. Dubuffet, voilà, j'allais ouvrir une galerie, je lui ai expliqué, voilà, j'aimerais que vous me dédicassiez le livre. Et il a écrit cette phrase comme ça, en l'honneur d'Yvon Lambert. Jean Dubuffet. C'est un bon début dans la vie, je trouve. Extraordinaire, extraordinaire. Ah bah ouais. Mais la fondation MAG existait déjà ou pas? Oui, oui. Dans le temps. C'était juste au début. Ah oui. Et donc, toi, tu décides d'ouvrir une galerie. Le fils du chauffeur de taxi décide d'ouvrir une galerie. Oui. J'étais sur la place, la grande place de Vence. J'ouvre ma galerie. C'est ta mère qui paye le loyer. C'est ma mère qui paye les premiers mois de loyer. Donc, j'ouvre la galerie. Et voilà, c'était ma mère qui gardait souvent la galerie parce que j'étais absent. Et alors, tu m'as dit que la première expo, elle s'appelait tout simplement de Modigliani à Picasso. Ah oui. Absolument. Ah oui, quand même. Ah oui. Ah oui. Et donc, le Modigliani, c'était quoi? Il y avait beaucoup de certificats. Mais c'est pas sûr que c'en était un. Bon. Il y avait beaucoup de certificats. Donc, voilà. Et le Picasso, je connaissais un barman à Juan-les-Pins. Je crois qu'il avait demandé à Picasso de faire il avait fait une espèce de petite corrida sur une carte de bistrot, qu'on faisait des cartes assez grandes comme ça. Et il y avait une petite corrida de
de Picasso. Et ce garçon m'avait prêté. Moi, je voulais mettre Picasso quand même. Il faut attirer Le client. le client, le public. Bon, voilà. Ah, c'est incroyable. Ça va. Ah zut, on n'a plus de connexion. Ah. J'ai l'impression qu'ils ne sont plus là. Oula. Bon. Ils vont. Bon, je vais appeler Judith. Donc, Yvon, c'est incroyable ce qu'il est sympathique. Elle a raison, hein. C'est incroyable. Incroyable. Alors, est-ce que Benamou, je vois Benamou sur l'écran. Ah, ça y est, je la revois. Je vais la unmute. Elle est revenue. Anne-Pierre, peut-on demander à quelle année, dans quelle année c'était cette première expo? D'accord. Allô, Yvon, Judith, vous êtes revenue? Oui, on est là. Tu nous vois? Ouais, vous êtes un peu de travers, mais on vous aime, hein. C'est pas grave. Voilà. On m'a demandé en quelle année cette première expo pendant ce temps-là. Mais où? À Paris. La première expo, non, avant, ça, c'est aidé Avant. par la maman et tout ça. Avant, ça. Là, je suis un peu. Je pense que c'est dans les années 60. Oui, c'est ça, oui, parce que c'était en 67 la galerie à Paris, donc rue de l'Échaudé. Mais là, on parle de la rue de l'Échaudé, mais j'ai eu avant ça une petite galerie Rue de Seine. Non, à rue de Seine, absolument. C'était un tout petit local. C'était un petit local qui appartenait à un marchand de tableaux du 19e, surtout, qui s'appelait Claude Aubry. Ah oui. Et Claude Aubry avait repris la galerie au coin de la rue des Beaux-Arts et rue de Seine qui appartenait à Pierre Loeb. Le fameux. D'accord. Et Pierre Loeb, alors moi, à l'époque, pour avoir un téléphone, c'était impossible. Et finalement, Claude Aubry est allé dans cet espace en traversant la rue, en gardant son numéro de téléphone. Et moi, j'ai eu le téléphone de Albert Loeb, donc Édouard Loeb. Donc, ce qui était une chose qui m'a fait plaisir. Et donc, qu'est-ce que tu vas montrer? Qu'est-ce que tu vas commencer à montrer à Paris? Je vais montrer des choses très différentes. J'ai fait des petites expositions d'œuvres construites comme harpe ou des œuvres géométriques, Herbin, Donc Priner. moderne, quoi. Oui. À Priner? Oui. L'homme-femme de Montparnasse? Voilà. Ok. Je l'avais rencontré, il était venu comme ça, et je suis allé dans son atelier, il y avait des œuvres. Il m'a dit voilà, prends-les, expose-les. Donc là, on a jusqu'à Bon, non, mais il a peur que ça dure trop longtemps. Donc, après ça. Ah non, il n'a pas peur. Non, il a pas peur. Après, on va rue de l'Échaudé. C'est passionnant, c'est passionnant. Ah non, mais les gens sont c'est passionnant. Je sens que voilà. Alors, ça va passer. c'est en train d'être diffusé dans le cercle de ces collectionneuses-là. Alors. J'aurais jamais bien ces collectionneuses. Alors. Mais on se connaît, Yvon, on se connaît. On avait fait un projet ensemble avec Bertrand Lavier. Ah. Voilà, je suis la nièce de Sylvie Vinclair. Où? Rue? Je suis la nièce de Sylvie Vinclair. Ah, d'accord. Vous voyez qui je suis. Alors, passons à l'art minimal et conceptuel. Donc, voilà. Il y avait un Américain qui était le fils de Martha Jackson, qui avait une galerie à New York assez connue, qui avait un local rue de l'Échaudé. Et j'avais sympathisé avec lui. Et un jour, il me dit, je m'en vais, je veux rentrer aux États-Unis, tu ne veux pas reprendre la galerie? Et il me dit, j'en veux tant. Si
tu me l'achètes aujourd'hui, je veux tant. Si tu l'achètes dans 2 ans, ça sera tant. Il avait fait un plan sur 7 ou 8 ans. Et moi, une fois que j'étais dans le local, j'ai complètement oublié ça. Et un jour, il m'a téléphoné, il m'a dit, alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je lui ai dit, je te donne le temps. Et il a dit OK, en se disant que je vais prendre, je les prends parce que c'est jamais. Donc, je suis resté là. Et là, j'ai ouvert cette galerie, ça c'était en 60. 12. Non, c'était avant. C'était avant. En 72, je faisais mon exposition Actualité d'un bilan, où j'avais Ah oui, au bout de 5 ans, tu l'as fait. Au bout de 5 ans, je montrais tout ce que j'avais. Alors, c'est fin 60. Quoi. Voilà. Donc là, Alors, Ouais. raconte l'expo de Rue 60. de l'Échaudé, c'était en 67. Hein. Moi, j'ai ça comme date. 67, Donc, bon, ouais. oui, c'était 67, là. J'ai ouvert avec Ouais. Malaval. Ah oui. Malaval, qui était un artiste Malaval, voilà. Sol Lewitt, Richard Lang, Brice Marden, Robert Reimann aussi. Oui, C'est cette C'est époque-là. assez chic, hein, comme, tout ça couronné par Cy Twombly, par. Ça et Twombly. Oui. Et alors, raconte l'expo de 72. Alors, en 72, j'avais décidé c'est-à-dire, c'est très compliqué parce que maintenant, je ne me souviens plus, mais il y avait des problèmes politiques. On devait faire cette exposition. Michel Guy était le ministre De la de la culture. culture. On avait même un espace où c'était Sylvia Montfort, cette femme magnifique Cette femme de théâtre. oui, qui m'avait dit je te le prête le local, une chose comme ça. Et c'est drôle, c'était rue de Torigny ce local. C'est drôle comment on retourne. Et alors, donc, finalement, il y a des questions, les artistes disant, mais ça c'était vraiment avant 68, non, tu vas faire une exposition, on ne peut pas exposer avec la bénédiction du ministre de la Culture. Mhm. Michel Guy, c'était un ami. Il était ami avant d'être ministre. Donc, j'étais très, très embêté. Et finalement, on a dit, voilà, on a trouvé un local rue du Paradis, dans une ancienne fabrique de faïence, j'ai oublié le nom de la fabrique, qui était un peu destroy comme ça, vraiment des genres de bureaux, d'ateliers abandonnés avant destruction, ou un truc comme ça. On a trouvé ça formidable. Et on a fait l'exposition donc, qui s'appelait Yvon Lambert, Actualité d'un bilan, Paris 1972. Donc en 72, déjà, il faisait un bilan. Je faisais un bilan. Mais en 72, tout ce que j'avais fait, je n'allais pas bouger pendant des années parce que ça commençait par Karl André et ça se terminait par Laurence Wiener. Là-dedans, il y avait Onkawara, Reimann, Marden, j'ai oublié, moi, Denis Oppenheim, Mais comment Buren, Toroni. Comment ce jeune homme, le fils du chauffeur de taxi, va aller vers un art aussi radical? Qu'est-ce que tu comprends avec ces artistes? Je comprends qu'il y a quelque chose. Moi, j'avais décidé quand même de montrer à un moment j'ai quand même vécu dans ce milieu pendant des années à faire du courtage, à faire des trucs, mais c'était dur, difficile. Et le premier jour, j'ai dit, je vais me montrer, je vais travailler avec des artistes de ma génération. Donc, il y avait tout ça. Je veux dire que les Buren et Toroni, c'était mon âge. Oui, vous grandissiez ensemble. Oui. Mais par exemple, Onkawara, la forme de son travail était assez aride quand même. Oui. Et il était éloigné. Oui, mais voilà, j'ai fait quelques voyages à New York et tous ces gens étaient là et disponibles. Donc on pouvait les appeler, aller les voir, déjeuner, dîner, boire, se saouler avec eux et disant voilà, l'année prochaine à Paris. Et donc et il y a aussi Christo que tu rencontres à cette époque. Non, Christo, je le connaissais déjà avant. Et Christo, rue de Paradis. C'est intéressant parce que Christo, il a une rétrospective à partir du 1er juillet. Voilà, Christo a fait sa première œuvre là, mais il a
empaqueté, si on peut dire, les escaliers de la rue Paradis. Ah, Mais oui, En ah 72. oui, oui, Incroyable. oui, oui. ah ouais. On Il faut rentrait trouver des dans cet photos. appartement, c'était le premier étage, on rentrait par la porte cochère et il y avait des escaliers. Et après, je vous montrerai, on a fait une édition par la suite de cet escalier. Il y a des photos de ça. Mais c'est intéressant avec Yvon parce que chaque fois qu'on va faire un tour à Beaubourg et qu'il y a des œuvres des années 70, on passe par la cave Yvon. Parce que, par exemple, Gordon Matta Clark, Ah, c'était pas Beaubourg, Ah oui. cela dit, c'était le jeu de pommes. Mais tu as fait aussi un projet avec lui. ah ben oui. Alors raconte. Non, Matta Clark, c'était un. C'est un grand artiste, Ben immense oui. artiste. Non, mais c'était un immense artiste. Et qui travaillait les volumes, mais à l'échelle des bâtiments. Oui. Alors raconte. Alors, Matta Clark, bon, c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait des artistes qui arrivaient ici à Paris, des artistes intéressants. Allez voir les galeries qui leur correspondaient. Donc, Matta Clark, j'ai vu ce jeune garçon qui est venu, amené par une amie, d'ailleurs, quand on se voit, on parle toujours de Gordon. Et donc, moi, ce garçon m'a intéressé. Alors, en plus, c'était le moment où il a fait la pièce au Centre Pompidou. Devant. Oui. Ok. Donc, je lui dis, faisons un travail. Qu'est-ce que tu me proposes? Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai une galerie, j'ai ce lieu. Qu'est-ce que tu me proposes? Qu'est-ce que tu veux faire? Il m'a dit, ce que je veux faire, c'est, je vais faire un trou dans le sol. 50 cm par 50 cm par 50. Après, on arrive il y a une cave. Et ça ne te fait pas peur? Non. Tu t'en fous? Non, faut Ça va coûter de l'argent, Oui. c'est casse-pied, non? Donc, Ouais, il n'y a pas grand-chose à vendre. On fait cette ouverture de 50 sur 50, on arrive dans la cave et il continue à creuser dans la cave. Donc, et cette pièce, donc, on pouvait rentrer dans ce trou. Et dans ça c'était la pièce, ça s'appelait Tombe pour Batam. Batam, c'était son frère, et qui était mort ou qui allait mourir, je ne me souviens plus. Mais c'est là, pratiquement, il a pris des parties en Belgique, à Anvers, et là il a fait une pièce aussi. Et c'était une pièce, c'était tellement émouvant parce que c'était quand on descendait dans ce trou. On comprenait la mort du frère. Quoi. On comprenait la mort. Tout court. Tout court. Et en fait, c'est intéressant parce que Gordon Matta Clark, il y a un projet de David Ammons avec le Whitney à New York pour faire en face du Whitney sur les docks une œuvre hommage de David Ammons à Gordon Matta Clark. Et Gordon Matta Clark, c'était un artiste qui prenait comme matière première les bâtiments pour faire des volumes par le manque, par la négative. Il pouvait prendre un bâtiment, quel qu'il soit, et il le coupait en deux. C'est-à-dire qu'il y avait un V comme ça qui faisait que la maison était coupée. Oui, c'est inimaginable. Ouais. Et c'était vraiment un artiste génial. Et il y avait une assez bonne exposition au Jeu de Pommes il y a 1 ou 2 ans, dans laquelle ton projet figurait. Oui, bien sûr. Mais malheureusement, il est mort très jeune et ça serait aujourd'hui une star internationale. Ça, c'est sûr. C'était le fils de Matta Clark. Non, de Matta. De Matta. L'artiste sur la liste. Mais comment, comment réagissait le public ou les collectionneurs, les gens qui rentraient dans la galerie? Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas. Les collectionneurs, ils étaient encore à s'intéresser à Poliakoff, à l'école de Paris, à toute cette école qui était moribonde. Et comment tu bouffais? Mal, mais je bouffais quand même. Je faisais du courtage quand même encore. Ah, en parallèle. Okay. Et en même temps, là, à rue des Chaudets, j'ai fait la première exposition de Buren dans une galerie en France. Toroni, il y a eu des tas d'artistes, Alain Jacquet, même j'ai montré. Ah oui. Et donc, avançons dans le temps. Oui.
tu continues avec Twombly et compagnie. Par exemple, Twombly, tu l'as rencontré comment? Alors, Twombly, je l'ai rencontré, je m'intéressais à ce travail et Bryce Marden était à Paris, à la galerie, et je lui disais ça. Il m'a dit, mais écoute, il habite Rome, va le voir. Je l'appelle. Donc, il prend le téléphone, il appelle, l'artiste répond, et ça, il lui dit, quand il vient à Rome, qu'il vienne me voir. Ce que j'ai fait assez rapidement. Je suis allé le voir et il me dit, écoute, je veux voir ta galerie, mais moi je suis un peu embêté parce que Madame Sonabend, chaque fois que je la vois, elle me dit, next spring, on fait une exposition à Paris. Et elle la faisait jamais? Elle ne la faisait jamais. Alors finalement, il m'a dit. Parce que c'était l'époque où elle était à New York et à Paris. Elle était surtout à Paris. Ah ouais. Alors il me dit, écoute, voilà, si tu veux, tu es d'accord, on fait l'exposition ensemble. Un gros mot en italien. Mais quand même, ça, Twombly, c'est aussi un art très, très radical. Hein. Oui, et c'était un peu, même pour moi, c'était quand même encore, pour moi, ça n'a jamais été un peintre, ça a été un poète qui a utilisé la couleur pour ce truc. Mais parce que sa peinture, c'est un peu une négation de la peinture. Oui, hein. mais oui, c'est ça, ça me plaisait beaucoup, ça, en même temps. C'était très iconoclaste. Il y avait des vrais peintres comme Bryce Marden ou Rayman qui étaient vraiment peintres. Ouais. Mais il y en avait après très peu. Il y avait Sol Lewitt. J'ai fait des expositions sublimes de Sol. Et tu as montré des wall drawings de Sol Lewitt? Merveille. Hein. Mais oui, ah bah d'ailleurs, il y en a à la collection à Avignon. Il y en a à la collection que je n'ai pas forcément montré. Mais là, il y a 4 ou 5 ans, il y avait une exposition à Centre Pompidou-Metz. Magnifique. Hein? Les noirs et blancs. Oui. Et alors là, Sol Lewitt, quand il fait des wall drawings, la première réalisation sont toujours, il garde toujours les noms des assistants qui ont travaillé à la réalisation de ces dessins. Et alors, les dessins au Centre Pompidou-Metz, il y avait le nom et il y en avait un, entre autres, il y avait Alfred Pacman, qui était étudiant et qui était venu travailler donc, à la galerie sur des dessins. Donc, il était au vernissage de la galerie, c'était ça. Et c'est intéressant les wall drawings parce qu'il vend le principe et après à la charge de l'acheteur de le faire réaliser par une équipe agréée. Hein. Bon, ça, de son vivant après, mais il y a d'abord un certificat. Le certificat vaut tout, c'est-à-dire le dessin, il appartient au propriétaire qui possède le certificat. Parce que le dessin, on peut le réaliser, on peut déménager et le réaliser ailleurs. Donc, c'est la personne qui a le certificat qui en est réellement propriétaire. Et au MassMoCA, dans le Massachusetts, il y a un éventail d'une 50aine de wall drawings, qui est la chose la plus merveilleuse qu'on puisse voir. Qui ont été passés pour, je ne sais pas, 50 ou 90 ans dans ce lieu merveilleux du MassMoCA. Alors, si on continue dans les rencontres, parce qu'en fait, il y a un grand catalogue de rencontres dans ton histoire, on pourrait parler, par exemple, de Jean-Michel Basquiat. Ah oui. C'est pas mal, ça. Non, c'est pas mal. Non, j'ai rencontré Jean-Michel Basquiat très tôt. Et il me disait toujours, le jour où je fais une exposition à Paris, ça sera avec toi. Là, on peut répéter, ça sera next spring, encore le truc. Toujours, comme il est à toujours l'année prochaine, bon, le truc. Et donc, finalement, un jour, je le voyais comme ça à New York. Il me dit, écoute, il avait vu la galerie et il m'a dit, on fait l'exposition au début de l'année prochaine. Donc, il était un peu difficile, non? Oui, mais bon. On pouvait compter sur lui? Oui. Il était charmant? Il était formidable, mais il utilisait des substances qui pouvaient le rendre nerveux ou agressif. Mais bon, les gens, il faut les accepter tels qu'ils sont et les aimer. Sinon, voilà, je veux dire que bah ouais. Moi, j'étais toujours là, je dis, quand il était. Donc,
On a fait l'exposition en janvier-février en 88. La première à Paris. La première à Paris, ce n'était pas la première à Paris parce qu'il y avait des expositions, Jean-Michel Basquiat, dans les galeries. Le jour de mon vernissage, il y avait un vernissage d'une exposition Basquiat dans une galerie rue Beaubourg. Et il n'a pas voulu aller la voir. Il m'a dit, moi, mon exposition, c'est chez toi, je ne vais pas voir si je vais C'est passer. une galerie qui commence par T? Non, il avait fait un an ou deux avant, lui. Non, c'était qui commençait par B, la galerie Beaubourg, là-haut. Ah, ouais, ok. Donc, il avait récupéré des tableaux, quoi. Ben oui. Et toi, c'était les tableaux de Basquiat. Moi, les tableaux venaient de l'atelier, ils étaient titrés. Et raconte l'histoire des sabots. Alors, les sabots, il avait décidé de partir en Hollande, de passer 2-3 jours à Amsterdam. Et là-bas, il avait acheté deux paires de sabots en bois. Et dans le train, il a couvert de dessins une paire de sabots, une marque Titanic, très, très, très jolie, Popeye, avec plein de trucs comme ça, au crayon. Et quand il est arrivé, il m'a dit, voilà, j'ai fait ces dessins, j'ai fait ça pour toi. Il me l'a offert. Et il m'a dit, tu peux garder l'autre paire de sabots, donc il n'y avait rien. Et quand Schnabel a fait son film, je lui ai raconté ça et il me dit, je peux voir Les sabots. je peux voir les sabots. Et il a recopié les sabots faits par Basquiat sur la paire qui était sans rien, et que je lui ai donné d'ailleurs. Parce que, voilà. Et après, ça m'est servi pour son film. Ah oui, c'est sympa. Alors, autre grande rencontre, Nan Goldin. Ah oui. C'est un morceau, ça. Oui. Alors, raconte. Nan Goldin, c'était. Voilà, j'avais vu son marchand à Bâle, et je lui ai dit, je vais à telle époque à New York, j'aimerais le rencontrer. Et bon, ça tombait bien parce qu'il y avait on montrait dans cette galerie, ça s'appelait Matthew Marks, un slideshow de Nan. Et c'est ça qu'elle a inventé, non? Oui. Le slideshow, cette forme-là. Cette forme-là. Oui, et puis ces photos, et puis ce monde qu'elle a, tous ces gens qu'elle a aimés, comme ça, tous ces malades, ce monde new-yorkais, Underground. De travestis, tout un monde avec qui elle était bien, qu'elle aimait. Mais c'est la première fois que tu montrais des photos ou pas, toi? Donc j'avais déjà montré des photos. Et bon, c'est un morceau quand même, la Nan Goldin. Oui. Hein. Je l'ai interviewée récemment. On a arrêté l'interview au bout de 5 minutes. Ah oui, carrément. Oui. Elle faisait une expo à Versailles. Elle m'a dit, alors qu'elle faisait une expo à Versailles, elle m'a dit, alors qu'il y a tant de homeless, je ne comprends pas pourquoi on continue à entretenir Versailles. Ah oui. Bon, et j'ai commencé à lui poser des questions. Elle m'a dit, on arrête. Ah oui, carrément. Ouais. Elle est là, actuellement, je ne sais pas si on se croise, si... Elle te dirait bonjour? On me dirait bonjour parce qu'elle est même venue ici, malheureusement, j'étais absent. Mais elle est difficile. Hein. Elle est difficile. Et dans son salon, il y a un énorme lion taxidermisé. Je ne comprends pas, avec tant de homeless, pourquoi il y a un lion taxidermisé dans son salon. Oui, bon, anyway. Là, j'étais vraiment engagée vraiment dans ces médicaments. Comment ça s'appelle? Ah oui, cela dit, là-dessus, elle a été très efficace. Ah ouais. Mais je ne suis pas sûre de son art, mais en tout cas, son engagement sur les antidouleurs là, est incroyable. Vraiment, vraiment. Moi, j'aime vraiment son travail. En tout cas, les slideshows, Ballad of Sexual Dependency, avec la musique, elle a vraiment inventé un genre. Ça te prend au ventre. Ah, c'est sublime. D'ailleurs, tu l'as, cette pièce. Non, c'est une version. Moi, ce que j'ai à Avignon, c'est un slideshow qu'elle a fait, qui est unique, elle l'a fait pour moi. C'est moins grand que Ballad of Sexual Dependency. Alors, justement, je voudrais qu'on parle de cette idée du galeriste qui est en fait surtout un collectionneur. Ah oui.
qu'est-ce qu'on met de côté? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on vend Bon, pas? ma collection n'est pas faite d'invendus. Souvent, les collections de marchands est faite de gens qui ne sont pas arrivés à vendre, de tableaux d'œuvres qui ne sont pas arrivés à vendre. Moi, ce n'est pas ça. Non pas que j'avais une galerie, je ne pouvais pas acheter chaque fois des œuvres, mais je m'arrangeais toujours pour Mettre de côté. pour mettre de côté une œuvre, pas plus. Et on arrive à 600 œuvres. On arrive à 600 œuvres, mais dans ces 600 œuvres, il y a aussi bien des dessins, il y a Différentes formes. Absolument. Et donc, en 2011, tu fais une donation colossale. À l'époque, elle est estimée 100 millions Oui. d'euros. Aujourd'hui, certainement beaucoup plus encore. Ah oui, Il vaut mieux pas compter. il vaut mieux pas compter, mais seulement quand je vois rien que les deux peintures de Basquiat, quand je vois les prix. Bah, il vient de se vendre une peinture de Basquiat en transaction privée, mais une très très grande, hein, pour 100 millions de dollars. C'est incroyable. Ouais. Et donc, mais 600 œuvres, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup, même si on en choisit une de temps en temps. Et c'est une donation, hein. Oui, c'est une donation. Ah oui. Et donc, donation à l'État français. Ouais. Et donc, la collection Lambert s'installe en grand à Avignon. À Avignon. Et pourquoi tu fais ça, toi? Mais parce que j'ai jamais, bien que j'ai des héritiers, j'ai une fille, j'ai des petits-enfants, j'ai plein de trucs, mais bon, et tout ça, j'avais pas envie de casser cette collection, de la vendre. On avait montré une grande partie à Villeneuve d'Ascq, ah oui. quelques La années première avant. fois. Voilà. Donc, c'était une collection d'un marchand fin du XXe siècle. Voilà, c'était un panorama, le choix d'un homme investi dans l'art et rien d'autre. Et tu voulais laisser une mémoire. Aussi. Et donc, pourquoi Avignon après tout? Parce que je me suis posé beaucoup de questions. Où? Alors, j'avais les Alpes-Maritimes, qui étaient d'une manière naturelle. Il y a beaucoup de choses. Au départ, j'avais pensé à Montpellier. Ah oui, il y avait eu des galères avec ça, non? Alors, avec Montpellier, avec le maire de Montpellier à l'époque, il s'appelait Georges Frêche, il était un homme formidable, d'ailleurs. Il me disait, dites-moi ce que vous voulez comme architecte. Si vous voulez un japonais, pourquoi il dit, si vous voulez un japonais, écoutez, parlons-en. Et puis, un jour, voilà, ça c'est. J'ai plus de nouvelles, j'ai plus rien. J'avais mis un de mes anciens collaborateurs sur place pour s'occuper de la chose. Est-ce que j'ai plus. Voilà, toutes les œuvres étaient déjà parties. Donc, j'ai tout rapatrié à Paris. Ensuite, donc voilà, c'était l'affaire. Et Paris, par exemple? Aujourd'hui, ils s'en mordent encore les doigts, les Montpelliérains. Ouais. Ah oui. Bon, Paris, bon, il y a tellement de choses. Paris, je voulais le faire ailleurs, c'est toujours Paris. Mais par exemple, on est pas riche en side Wembley, ça aurait été bien qu'il y ait des side Wembley à Paris. Non? Non, bien sûr. Mais toi, tu voulais garder tout compact. Je voulais garder, non, je voulais garder compact, mais je voulais le garder n'importe où. Donc, finalement, c'était. J'ai pensé à Avignon. Je connaissais bien le garçon de l'école des Beaux-Arts, là, fantaisiste, sympathique. Il m'a dit on peut voir le maire. Et le maire m'a dit voilà, c'est renseigné. Elle m'a dit j'ai ce bâtiment qui appartient à la ville, peut-être on peut le mettre à disposition. Et donc, les choses se sont bien réunies, puisque d'un côté, tu as donné à l'État et l'État a laissé à Avignon, oui, dans des locaux agrandis, qui sont très beaux d'ailleurs. Non, mais ça, c'est le deuxième volet. Là, voilà. D'abord un hôtel particulier du 18e, et après l'école qui était à côté, qui ont été réunis pour montrer ta collection et des expos temporaires. Faire des expositions, absolument. Bon. Et donc, il y a quand même une troisième partie de vie où on se trouve aujourd'hui,
c'est que tu ne veux pas beaucoup parler de ça, mais par ailleurs, tu es un grand collectionneur de livres et tu as lancé des éditions très tôt en même temps que la galerie. Pas tout de suite, mais j'ai eu toujours envie de faire des publications de livres. C'est une vieille tradition de marchand. La suite Vollard. La suite Vollard. Vollard, il a fait des livres magnifiques. Canveller. Ah, évidemment, Et Canveller. beaucoup de marchands ont fait des très, très beaux livres. Donc, tu t'inscris dans l'histoire à plusieurs égards. Alors, celle-là, pour moi, c'est mes grands frères. C'est pas mal. Ambroise et voilà. Ambroise et Daniel Henry. Oui, Daniel Henry. Voilà, donc… Et donc, aujourd'hui, peut-être que ce serait bien, je vais chercher Ève. Voilà, maintenant qu'elle peut prendre la relève. Ah, Mais ils vont. C'est avec toutes les femmes, là. Ah oui, non, mais en fait c'était… s'il n'y avait pas eu la fondation Avance, vous l'auriez fait Avance ou pas? C'est un peu la question. Donc, d'abord, abandonner le mot fondation. C'est une collection. C'est une collection. Avant, ça m'a jamais vraiment intéressé parce qu'il n'y a pas un bâtiment, même récupérable, avant. Ah oui, il n'y a rien à voir avec le grandiose du 18e de Avignon, l'hôtel. ouais. Puis Avignon, c'est magique quand même aussi comme ville. L'été, c'est extraordinaire. Vous êtes déjà allé à Avignon? Alors, il veut savoir oui. si tu es allé à Avignon. Oui, absolument. J'y suis allée plusieurs fois. Parce qu'il va les faire. Il arrête tout, il annule son Exactement, il peut même regarder les registres. Ah. Alors, on passe un peu à Ève pour raconter. Mais tu t'en vas, toi? Non, je sais place. Non, mais assieds-toi. Moi, je me mets derrière. Ève, please. Alors, bonjour à tous. Bonjour, Ève. Donc, welcome in the Zoom, in the virtual reality. Mais en même temps, c'est très réel et c'est très intime. Donc, c'est assez formidable, cet outil. J'aimerais bien avoir une photo de nous trois. Ah, je vais faire la photo. Je fais la photo. Attendez. Je fais la photo. Ah oui, capture d'écran, c'est mieux, ouais. Alors, attendez, pardon. C'est un peu compliqué. La capture d'écran, voilà. Voilà, ça y est. Sympa. Alors, c'est bien de raconter un peu l'activité de la librairie qui a ouvert en quelle année? On a ouvert il y a bientôt 3 ans. Oui. Ok. Ça va faire 3 ans en octobre. Et qui est 14 rue des Filles du Calvaire? Voilà, alors la librairie, elle existe quand même depuis 15 ans. Hein. Ce n'est pas une activité toute nouvelle. Devant la galerie, il y avait cette librairie qui existait déjà. Il y avait aussi l'activité d'édition qui existe depuis toujours, parce qu'Yvon, il a toujours édité des ouvrages. Et là, depuis que la galerie a fermé, la librairie continuait, puis on a décidé de développer vraiment cette activité de librairie, avec quand même un petit espace de galerie, parce que chasser le naturel, et on vient en galop. Voilà, et donc c'est sublime. On est libraire, éditeur, galeriste, voilà, pas mal de travail. Pas mal de travail, pas mal d'activités. L'endroit est magnifique, c'est vrai, oui. C'est rue Vieille du Temple, c'est sublime. Non, c'est rue des Filles du Calvaire. Rue des Filles du Calvaire, pardon. Ouais, rue des Filles du Calvaire. Et c'est vrai que l'endroit nous a été quand même conçu par Dominique Perrault. On lui a demandé, voilà, on rêvait d'une grande bibliothèque, on rêvait aussi d'avoir… Oui, et on rêvait surtout de pouvoir montrer les ouvrages de bibliophilie ou les ouvrages un peu rares que nous faisions même précédemment, mais qu'il était difficile de montrer dans la précédente librairie, qui était plus petite, plus intimiste, qui avait des tas de qualités, mais c'était plus difficile de montrer ces ouvrages-là. Donc, du coup, on lui a demandé différents agencements et il a répondu, je dirais, parfaitement à ce qu'on attendait. C'est exactement. Voilà. Donc, comment se fait la collaboration père-fille, hein? Qui choisit quoi? J'aime beaucoup ces grandes histoires de famille, ces grandes sagas, parce qu'il y en a beaucoup dans l'art ou un petit peu aussi chez les grands créateurs, en tout cas, où il y a vraiment une filiation intéressante, et chez les collectionneurs d'art particulièrement. Donc, voilà, est-ce que Yvon est toujours là ou…
Alors nous, notre aventure professionnelle, elle a démarré quand même assez récemment, c'est vrai, depuis 3 ans. Moi, j'étais dans d'autres sphères et on a toujours eu cette passion des livres en commun. Et quand Yvon a commencé à chercher un lieu, etc., on échangeait sur le sujet, toujours. Et puis, incidemment, un matin, l'été, comme ça, entre le café et la brioche, il m'a demandé si je voulais travailler avec lui. Ah, c'était super. Alors, j'ai réfléchi quoi, un quart d'heure. Disons que c'était pas évident, absolument tout de suite comme ça. J'ai mis un petit quart d'heure pour réfléchir en me disant, est-ce que ça va bien se passer entre nous? Est-ce que ça va bien se passer entre nous? Et Ah oui, parce que moi, je c'est important. Il pense souvent à toi. Hein. Dans les soldes d'Alaya. Dans les soldes d'Alaya. Ah oui. Non, elle est très présente à ton esprit. J'ai entendu Oui, les oui. soldes d'Alaya. Non. Tu as dû très mal entendre. J'adore. Extraordinaire. Extraordinaire. Alors, Anne-Pierre, moi j'ai une petite question. C'est un sujet qu'on peut évoquer. Ah oui, alors, il y a une question. Ouais, il y a une question. Bonjour, merci pour ce magnifique témoignage. Alors moi j'ai une question pour vous. Je voulais savoir quel regard vous portez sur le marché globalisé aujourd'hui, alors que vous avez commencé, vous dites qu'il y avait très peu de collectionneurs. Et est-ce que vous pensez que le Covid va amener plus d'éthique dans la manière dont les galeristes travaillent avec les artistes, par exemple? Voilà, quel est votre regard sur 2020? Oui. L'éthique, on en parle beaucoup, mais je veux dire que les jeunes galeries travaillent toutes de la même façon, c'est-à-dire que les relations avec l'artiste, c'est pas facile. Il ne faut pas non plus penser que c'est toujours le marchand qui est l'horrible bonhomme. C'est très, très particulier, les relations, parce que Parce que les artistes sont des gens particuliers, donc oui, de toute façon, les artistes attendent beaucoup du marchand. L'artiste il y avait un artiste la semaine dernière ici qui parlait toujours sans avoir aucune relation avec moi et qui disait, je ne vois pas pourquoi Jeff Koons vend des œuvres à des millions et que moi mes œuvres ne sont pas là, non pas à ce point-là, mais vraiment presque. Et je veux dire, c'est quelqu'un qui a l'âge de Jeff Koons. Mais c'est pas possible, cette prétention, je veux dire, c'était difficile de le remettre en place. Ce que j'ai fait, avec beaucoup de gentillesse, mais En fait, c'est un long sujet. la question, c'était plutôt de dire, aujourd'hui, on a 180 foires dans le monde, une centaine de biennales. Est-ce que, selon vous, ça aide l'artiste ou au contraire, ça le dessert puisqu'il est pressurisé à produire toujours plus et on est plus dans une… Est-ce que cette façon de commercer aujourd'hui est satisfaisante selon vous C'est 180 lieux publics, biennales, foires et compagnie, ça va être réduit à 50% déjà. C'est ça. Certaines vont disparaître comme elles sont arrivées, c'est-à-dire vraiment plus rien. Après, là, on va, les ventes publiques, les grands patrons des Christie's et Sotheby's, déjà, les ventes de printemps, autres, tout ça, ça a disparu. Les œuvres, elles ne sont pas vendues. Elles sont là dans les réserves à attendre des jours meilleurs. Elles viennent fin juin et juillet. Mais moi, je trouve qu'il faut noter la réponse d'Yvon, c'est qu'on a toujours l'habitude de considérer l'artiste comme la victime du système, et il donne un autre point de vue qui est celle du marchand, enfin du galeriste, et c'est vrai qu'il y a plein de galeristes de niveaux différents et qui soutiennent les artistes, et c'est quelquefois une tâche assez douloureuse. Et même quand on fait des expositions avec les artistes, on se rend bien compte que c'est une tâche difficile de mettre en valeur les artistes, et
Et je pense que sa réponse est une vraie réponse. Et les galeries, il y a beaucoup de galeries, de jeunes galeries qui sont courageuses, qui vont disparaître Ouais. dans les mois à venir. Ouais. Et comme c'est arrivé au cours des différentes crises du passé. Ouais. Voilà. On ne va pas retenir trop longtemps Yvon. Non, Hein. oui, parce que voilà, donc effectivement, Yvon aime beaucoup Judith, on a compris, il ne peut rien lui refuser. Mais voilà, Ève, merci d'être venue. Et il avait dit que voilà, c'est vrai qu'on ne va pas jouer dans les prolongations parce qu'on a eu un moment exceptionnel avec vous. Franchement, tout est enregistré, je vais tout vous envoyer. On va faire un truc que vous allez trouver dingue. On va mettre ça sur les réseaux sociaux. Vous allez être envahis de hashtag I love Yvon. Il a assez de fun comme ça. Moi, please come back Yvon. Voilà, donc j'arrête parce que sinon ça va être l'émeute. Merci beaucoup. Merci Judith, merci Yvon, merci Ève. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. On y est arrivé quand même. Mais je ne sais pas qui avait, j'ai pas regardé. Attention, hein. Qu'est-ce que ça va devenir? Ah oui, merci. Qu'est-ce que ça va devenir tout ça? Eh bien, en fait, c'est un… Oh, j'adore. Je reste dans le Zoom parce que Yvon qui dit qu'est-ce que ça va nous amener tout ça. Attendez, je vais vous unmute comme ça, on va pouvoir parler. Ah, je vois, voilà, ouais. Ah, j'arrête pas de vous unmuter. Bougez pas les filles, je vous unmute all. Voilà, c'est ça. Bah, ça marche pas. Bon, c'est génial, non? Ah ouais. Ah non, il est incroyable le mec, non? C'est un moment privilégié, mais c'est vrai que j'aurais presque dû attendre septembre pour le faire parce que c'est un gros morceau et qu'on était 20, on aurait dû être 100. Donc, les filles qui sont là et qui m'écoutent, vous avez eu beaucoup de chance. ouais, beaucoup de chance. Donc, non, c'est exceptionnel, j'adore. Ah oui, il est sympa, il est humain, il est accessible, il est drôle et tout ce qui c'est venu comme ça, quoi. Fils de chauffeur de taxi, tout d'un coup, on expose sans transition du site Twombly, que je connais plein de gens aujourd'hui qui ne comprennent toujours pas site Twombly. Et lui, il y a un espèce d'instinct comme ça, allez, hop, Gordon Matta Clark, et on fait un trou, et c'est pas grave, et ci, et ça. Et c'est sa mère qui finance en plus. La mère, en plus, elle fait une famille exceptionnelle parce que j'imagine la mère, elle ne s'est pas dit le type, il va nous ruiner toutes les économies de chauffeur de taxi. Qu'est-ce que c'est que ce fou qui expose ci, qui expose ça? Non, pas du tout. Une fois, c'est assez formidable. Hein. Oui. C'est assez formidable. Et puis, il s'est beaucoup battu aussi pour Picasso, pour préserver la fondation Picasso. Il a fait du chantage à l'État. Il a dit, moi, je ne donne pas ma collection si vous n'ouvrez pas le… Il s'est battu aussi pour les arts, pour les artistes, pour les nations, les fondations. C'est des gens qui donnent leur collection quand même. Bon, certes, il a des impôts et tout, mais il peut les garder, ces pièces. Hein. Ces deux Basquiat… c'est ça qui est formidable, je trouve, c'est ce désir de partager après. Enfin bon, en tout cas, c'était un grand moment, un grand moment du BMC Club. Anne-Pierre, tu as vu la librairie? Oui, la librairie est magnifique. La librairie est sublime. La librairie est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Tu vois, c'est pas loin. Quand on va… De toute façon, je pense qu'on va tout être à Paris au moment de FIAC et au moment de Paris Photo et tout. On ira voir, à ce moment-là, on ira voir Ève. C'est vrai, c'est sympa d'aller voir, oui. Ouais, c'est sympa de voir la fille aussi. Je pense que c'est un moment, quoi. Donc, non, on va aller voir tout ça. Alors, pour faire une petite annonce, j'ai quand même le dernier webinar avant les vacances qui va être avec Damien Deroubet. C'est le 30 juin.
Après, c'est promis, je vous laisse en vacances. Mais jusque-là, stay tuned. Damien de Roubaix, qui va être exposé par Johanna Chevalier au Musée de la Chasse dans sa prochaine expo. Et Johanna, c'est celle qui nous avait fait tout le focus Beyrouth. Et elle est assez géniale. Donc voilà, Damien de Roubaix, il est représenté à la fois par Adrien Montferrand à Londres, qui vient d'ouvrir sa galerie en ce moment, mais personne ne verra l'expo, et aussi par Fabienne Leclerc, qui le défend depuis longtemps. C'est un peintre, c'est un peu fantasmagorique, un peu il était une fois, un peu, voilà, un peu fantôme. Parfois un peu gore et un peu dur, mais ça reste assez éclectique et intéressant. Donc voilà, je vous embrasse bien fort. Et, Bon, merci Anne-Pierre. Et see you later, alligator. Bye. Voilà, profite du soleil. Namaste. Bye. Bye.